Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e webinaire numérique. Je soigne ma relation client digitale et ma e-réputation. Donc, je suis Meryl Boots, chef de projet à la CPME Gironde et à la CPME Nouvelle-Aquitaine. Je suis en compagnie de Charles-Marie Boré, adhérent CPME Gironde, directeur et fondateur de CMB Mutation et Stratégie, un cabinet de conseil en communication, de Patricia Letertre, dirigeante de Sowink Bordeaux, qui accompagne les TPE-PME dans leur présence en ligne. Et nous serons également en compagnie de Stéphane Olaïzola, adhérent CPM 40, PDG d'Avenir Data, qui accompagne plus spécifiquement les entreprises dans l'audit de leur e-réputation, qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Il y a eu un petit souci d'horaire, mais il se connecte normalement très vite. Le temps que je repose le cadre, que je vous réexplique comment fonctionne la plateforme. Donc, pour ceux qui sont nouveaux ici et qui n'ont jamais utilisé Livestorm, donc vous avez un chat dans lequel voilà, vous pouvez vous saluer. Vous avez déjà commencé à le faire. Juste à gauche du chat, vous avez un petit onglet qui s'appelle « Questions ». C'est vraiment dans cet onglet-là qu'on va vous demander de poser vos questions aux intervenants. Pourquoi les poser ici plutôt que dans le chat? Nous, ça nous permet de les trier par ordre d'importance puisque vous pouvez voter. En fait, quand quelqu'un a posé une question, il va y avoir un petit triangle à côté de la question. Si vous cliquez dessus, ça donne un point à la question et nous, ça nous permet de les organiser pour voir les questions qui vous intéressent le plus. On va également vous poser 2 petites questions à vous qui nous écoutez aujourd'hui. Donc, dans l'onglet sondage, donc voilà, je vous demanderai d'y répondre si possible pour pouvoir nous donner un petit peu des indications pour voir où vous en êtes, notamment par rapport à votre fiche d'établissement Google My Business, puisqu'on va notamment parler de cet outil-là qui est très important en termes de e-réputation. Je profite également de ce petit temps, en espérant que ça fasse arriver Stéphane, pour remercier la région Nouvelle-Aquitaine qui permet de réaliser cette série de 5 webinaires. Donc c'est une série de 5 webinaires numériques et il y en aura un 6e au mois de juin pour vraiment accompagner les TPE-PME dans leur développement. Vous pouvez retrouver tous les replays des webinaires qui sont déjà passés sur la chaîne YouTube de la CPME Gironde. Et quand vous vous inscrivez à un webinaire, donc pour celui-ci ou pour le prochain, vous recevez également le replay directement dans votre boîte mail. Et puis, je remercie également les 12 CPME, les 12 unions départementales pour la mobilisation de leurs adhérents et leur aide dans l'organisation de ces webinaires. Stéphane n'est toujours pas là. Peut-être, du coup, on va s'adapter. C'est les aléas du direct, c'est comme ça. Peut-être, Charles-Marie et Patricia, vous pouvez déjà peut-être expliquer un petit peu plus en détail, vous, quelles sont vos spécificités par rapport à la e-réputation. Et puis, si Stéphane n'arrive pas, on prendra votre témoignage, peut-être Charles-Marie en premier. Voilà, on fait les choses pas dans l'ordre, mais on s'adapte. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Charles-Marie, peut-être. Merci, oui. Alors, il faut peut-être que je coupe un micro. J'entends un écho, en fait. Ah, alors moi, je vais couper le mien, du coup, mais… Oui, peut-être. Bonjour à tous. Alors, pour ma part, je suis… donc, la dimension digitale de mon activité, en fait, est intégrée dans une approche globale. Ah, voilà Stéphane qui arrive. Ça va m'inviter de… Désolé. Bonjour, excusez-moi. Une alerte voilà, incendie. on laisse atterrir 2 secondes. Je finis de me présenter. Donc, moi, j'ai un cabinet de conseil en stratégie de communication, stratégie de marque. Et donc, on intègre bien entendu les questions de réputation, de relations clients, de construction d'image à travers les différents supports digitaux. Je reviendrai sans doute tout à l'heure en contrepoint de l'intervention de Stéphane. Et voilà, et cette dimension-là étant notamment… Il y a toujours cet écho, je ne sais pas si c'est… Je ne sais pas si vous l'avez, vous. Je vais lire le chat parce qu'il… Moi, ça va, j'ai pas d'écho particulier. Mais ça coupe un petit peu, par contre, la connexion n'est pas excellente, mais j'ai pas d'écho. Un peu d'écho, Elodie. Elodie. Voilà.
Je reviendrai tout à l'heure pour effectivement peut-être compléter des éléments que Stéphane aura présentés ou répondre à des questions sur la manière dont les entreprises, plutôt les petites entreprises, peuvent s'approprier ces. À tout à l'heure. Bah, du coup, Patricia, je vous laisse enchaîner. Comme ça, après, on finira sur Stéphane qui enchaînera sur sa présentation. Ok, moi je suis dirigeante de l'agence PLT Conseil. Je suis adhérente au réseau Somic et j'accompagne les TPE-PME dans toutes leurs démarches liées au web, à la communication et au marketing en général. Et j'interviens aussi en entreprise, en intra-entreprise, pour ceux qui le souhaitent. Voilà, on va laisser la parole à Stéphane, puis on va parler d'e-réputation, parce que c'est le sujet du jour tout de même. Ah, Stéphane, votre micro est coupé. On ne vous entend pas. Excusez-moi pour ce contretemps. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous propose d'enchaîner directement sur notre sujet de e-réputation. Si je peux partager mes slides. Je lance ça. Voilà, je lance la projection. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, moi, c'est bon de mon côté, en tout cas. Parfait. Alors, prendre sa e-réputation en main, de quoi allons-nous parler? Déjà, je vais me permettre rapidement de me présenter. Qu'est-ce que la e-réputation? Comment justement prendre en main sa e-réputation et devenir actif, améliorer la situation actuelle? Montrer un témoignage, un exemple d'un groupe de concession automobile avec des chiffres de performance. Et puis, une conclusion avant de présenter notre solution rapidement. Donc, je suis Stéphane Olaizola, j'ai 55 ans, je suis dans la jolie ville de Dax, dans laquelle je développe la société Avenir Data. Nous sommes aujourd'hui 23 personnes. Nous sommes dans le centre d'innovation Pulseo et mon expertise est autour du e-marketing, principalement en B2B. Alors, qu'est-ce que c'est que la e-réputation aujourd'hui et effectivement, qu'est-ce que vos clients voient lorsqu'ils vont sur Google et qu'ils vont interroger votre fiche, votre nom, ils vont voir apparaître deux éléments de réponse sur ce qu'on appelle la fiche Google Business Profile. Un premier élément qui est une note qui attire l'œil, ça va être ces petits étoiles en jaune, avec une note moyenne associée de 4,7 et un nombre d'avis. Et puis, si vous descendez un peu plus dans cette fiche Google Business, vous voyez que Google ramène aussi les résultats d'autres réseaux, de réseaux sociaux, Facebook, les pages jaunes ou encore des sites spécialisés comme Vite un dépanneur. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, vous avez aussi des clients, ou pas d'ailleurs, on va reparler de ce cas, qui vont laisser des avis, qui vont pouvoir être consultés par tout le monde. Donc là, c'est un travail plus au niveau de sa présence sur les réseaux sociaux et son suivi, mais c'est aussi un travail sur un ensemble de sites web qui peuvent être sectoriels, c'est-à-dire des sites web qui vont en quelque sorte être différents suivant votre métier. Si vous êtes dans la restauration, vous voyez que des sites comme Petit Futé ou Restaurant Gourou. Si vous êtes coiffeur, ça devrait plutôt être Planitif. Si vous êtes des métiers dans l'artisanat, c'est vrai que les pages jaunes, c'est encore utile, etc. On dénombre plus de 70 sites comme ceci sur lesquels les internautes peuvent déposer des avis et parler de vos services. Évidemment, le principal, c'est Google. Et c'est Google, et c'est souvent grâce à ce travail de e-réputation qu'on va pouvoir améliorer sa position dans Google. On va voir où et comment, et notamment ici dans ce qui vont être les résultats de Google Maps. Ces résultats que vous voyez apparaître lorsque vous faites une requête sur Google. Je vais par exemple chercher ici un électricien. Je vais taper électricien, électricité, l'ensemble des mots qui vont s'y rapporter. Et je vais voir apparaître effectivement un bloc qui est entre, alors dans cet exemple ici, il n'y a pas d'annonce payante qui serait tout en haut, et donc les résultats qu'on appelle le référencement naturel qu'on voit apparaître en bas, mais vous voyez ce bloc rouge qui est ce qu'on appelle le Google Local Pack. C'est-à-dire que dès que vous êtes dans une compétition,
Une compétition qui va avoir attrait à une concurrence locale, eh bien, vous allez être soumis à des résultats qui vont être les trois premières sociétés choisies par Google dans cet affichage Google Local Pack. Donc, il est évident que ces résultats vont avoir une influence importante dans la lecture que vont avoir les internautes. Pourquoi? Déjà parce qu'effectivement, c'est ce qui apparaît le plus haut, et on sait que plus c'est haut, plus c'est cliqué. Et on sait aussi qu'effectivement, les internautes savent tout de suite de quoi il s'agit quand ils voient la moyenne, quand ils voient les étoiles, et que ça attire vraiment l'œil de façon assez forte et que beaucoup de clics vont être attirés ici. Donc, on voit vraiment un intérêt conjoint entre la capacité à gérer sa e-réputation, ce que nous allons détailler, et le fait d'avoir un bon référencement, c'est-à-dire une capacité, grâce à Google, qui est quand même 95%, on va dire, autour des recherches naturelles, qui va permettre d'attirer comme ceci vos futurs clients, ou même vos clients d'ailleurs, vers votre site ou vers votre fiche. Alors, qu'est-ce que vos clients recherchent quand ils vont taper, par exemple, votre nom? Là, je vais taper ici le nom de la société Duro Philippe. C'est une société d'électricité qui se développe ici dans les Landes. Donc, je vais tout de suite, effectivement, voir le résultat du site web. Je vais voir le résultat dans les pages jaunes. Je vais voir le résultat dans Facebook. Et effectivement, je vais voir le résultat de la page Google Business Profile. Donc, c'est cette fiche-là qui est, on pourrait le dire aujourd'hui, le principal axe de travail de sa e-réputation, et ce sur quoi je vais vous proposer de se pencher dans les minutes qui suivent. Alors, déjà, première remarque qu'on nous fait souvent, certaines personnes disent, oui, la e-réputation, si vous voulez, ce travail, en quelque sorte, d'être soumis à ce qu'on pourrait appeler... certains appellent comme ça le dictat des commentaires. Et puis, on parle des haters sur Twitter. J'ai envie tout de suite de poser le débat et de dire que la plupart des internautes cherchent plutôt à partager une expérience et sont plutôt bienveillants dans le partage. Et on le voit, certains métiers ont des très bonnes moyennes. Nous avons fait des relevés, par exemple, sur un ensemble de sociétés. J'en reparlerai tout à l'heure, et là, ce sont des exemples particulièrement dans les Landes et sur le Pays Basque. On arrive sur des métiers comme coiffeur avec des moyennes de 4,9, avec des praticiens en médecine alternative aussi à 4,9, et d'autres métiers qui vont être les dermatologues ou qui vont être les banques, qui vont être moins bien notés. Donc, on voit qu'il y a c'est un petit peu comme dans toutes les observations sectorielles, on a des différences de moyenne, mais qui sont intéressantes à connaître, justement, pour vous positionner aussi par rapport à vos concurrents. Donc, on est dans une logique où le consommateur a plutôt, en tout cas encore aujourd'hui et sur Google, envie de parler en bien de vos services et de vos produits. Donc, ça veut dire quoi plus concrètement? Que nous avons mis en place une base de données qui nous permet d'observer en quelque sorte les résultats qui vont être fournis sur, ici on est sur 1 800 000 fiches Google Business que nous avons mis à disposition sur, je vous ai placé l'URL, mais je pourrais la redonner tout à l'heure, une URL qui permet d'aller consulter donc ce reporting et de voir qu'effectivement il y a des disparités, et qu'effectivement, qu'est-ce qui est le plus noté en France? Ça va être déjà tout ce qui va être autour du tourisme, le musée du Louvre, le jardin de Luxembourg, etc. Et on va voir effectivement que sur Google, il y a plus de 2000 catégories qui permettent de classer les activités, 2300 catégories, et qu'à partir de là, ça va être assez important de savoir comment positionner sa fiche et dans quelle catégorie. Donc, prendre en main sa réputation, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, la première chose qui est importante de savoir, c'est avez-vous la main sur votre fiche Google Business? Avoir la main sur sa fiche Google Business, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous vous souvenez tout à l'heure, j'étais donc sur la fiche et vous avez les moyens de vous connecter par votre compte Google pour gérer tous les paramètres de remplissage et de mise à jour de cette fiche. Si ce n'est pas le cas, sachez que voilà comment souvent ça se passe, c'est-à-dire que Google
sans même que vous l'ayez demandé, va détecter que vous êtes une société et va créer en fait votre fiche, et que cette fiche, peut-être que si vous n'y avez jamais fait attention, déjà des internautes ont laissé des avis, mais que cette fiche, vous pouvez prendre la main dessus, c'est-à-dire demander à Google que vous en êtes le propriétaire, mettre votre adresse physique, et vous allez recevoir ce code de validation. Google vous l'envoie afin de vous permettre d'assurer que c'est bien vous qui êtes le propriétaire de la fiche. Nous avons vu de rares cas où il y avait des erreurs. Il est possible ensuite d'aller discuter avec Google, mais il est vraiment important que vous ayez pris en main cette fiche Google. Alors, sur ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu effectivement, on a vu 1,8 million à peu près de fiches Google. Il y a quand même aujourd'hui près de un peu moins d'un tiers de fiches sur lesquelles il n'y a pas encore d'avis déposé. Soit parce qu'effectivement, il n'y a pas encore eu de demande ou d'activité, ou que les personnes n'ont pas encore pris la main et ne sont pas encore activées. Donc, on est sur un phénomène, on pourrait dire, qui de jour en jour augmente, et on sent la volonté de Google d'améliorer l'information sur les sociétés à travers cette fiche Google Business. Alors justement, une petite parenthèse, juste Stéphane, donc on a quand même des bons élèves dans l'audience, puisque là, 70% des gens qui nous écoutent aujourd'hui ont la main sur leur fiche Google My Business. Donc voilà, ce sont les sondages en réel. C'est pas mal, je venais de dire que 30% n'avaient pas d'avis déposé et 70% ont pris la main sur la fiche. Bon, on voit déjà qu'il y a une peut-être, c'est pas une corrélation directe, mais c'est à peu près les mêmes chiffres, c'est pas mal. Bon, merci pour ce retour, Meryl. Donc, justement, quelques conseils pour optimiser cette fiche. Bien remplir tous les champs, évidemment. Vous avez des champs comme le téléphone, les horaires d'ouverture. Alors même, ça peut paraître bête, même si vous êtes une entreprise de service, c'est bien de mettre des horaires d'ouverture. Google aime bien ça. C'est important de mettre une description. Et vous voyez ici que dans la description qui est faite de sa fiche par ce concessionnaire automobile, il y a un rappel vente de véhicules neufs et d'occasion. Donc, on voit qu'il y a une volonté de bien travailler le référencement, ça va compter. Ajouter des photos. Vous avez la possibilité sur cette fiche de placer plusieurs niveaux de contenu et qui vont être des contenus qu'on pourrait dire de type actualité. Donc, actualité, produits, événements. Ça, c'est vraiment important. Sachez que Google, évidemment, sans doute, il aime le contenu et il aime à partir de là recevoir des flux d'informations. Et c'est souvent ça, on le voit, qui fait la différence dans le positionnement des fiches. Vous vous souvenez, dans ce fameux Google Local Pack. Mais c'est pas tout. Il y a un autre point important, c'est la capacité de générer un flux d'avis. Alors, ce qu'aime Google, visiblement, c'est pas seulement qu'il y ait beaucoup d'avis positifs qui ont été déposés par vos amis parce que autour de vous, à votre réseau, vous avez demandé à des gens de vous laisser des avis positifs. Mais ce qu'aime Google, c'est que de façon régulière et le plus possible, il y a un flux d'avis positif si possible, mais pas seulement positif. Des fois, nous avons des clients qui se disent « mais je comprends pas, j'ai une meilleure note que mon concurrent et j'apparais pas premier sur le retour ». Eh ben, de ce qui nous semble, mais encore une fois, nous n'avons pas toute la recette secrète de Google, mais il nous semble que le fait de collecter régulièrement des avis participe à un meilleur positionnement possible. Autre point important qu'apprécie aussi Google, c'est le fait de répondre aux avis. J'en reparlerai. Donc voilà déjà quelques premiers conseils pour travailler le positionnement de sa fiche Google Business Profile. Justement, répondre aux avis des internautes. Alors, c'est une grande question. Effectivement, faut-il répondre à tous les avis? A priori, oui, sauf peut-être si vous recevez beaucoup d'avis positifs. C'est vrai qu'on voit des personnes qui, au bout d'un moment, mettent un peu toujours le même message. Merci pour votre retour, merci, bon, merci. Bon, ça, c'est le cas, c'est déjà superbe si vous recevez beaucoup d'avis. Mais la vraie question qui se pose, c'est plutôt de répondre à des avis qui peuvent être négatifs. Sachant qu'effectivement, il arrive, et c'est pas rare, que la personne qui répond aux avis, ça c'est l'Internet d'aujourd'hui, là ici, cette personne est identifiée, mais elle pourrait très bien avoir un pseudonyme. On pourrait très bien être face à une personne qui, peut-être ne pouvant être identifiée, n'est peut-être pas votre client. Voilà. Mais en tout cas, là, ici, je vais prendre le cas, effectivement, d'une réponse qui est fournie. Et effectivement, la personne dit « grosse déception, j'ai eu un accident, ma voiture devait être remorquée, etc. » On donne l'accord par téléphone, le dépanneur parle, etc. Bon. Alors, ce qui est important, finalement, c'est de répondre en restant positif
et en montrant effectivement quelles sont les valeurs sur lesquelles vous vous appuyez sur votre réponse. Et ici, effectivement, ça va être l'idée que, effectivement, cependant, nous n'avons pas de traces de votre assurance concernant la prise en charge de votre véhicule. Alors, c'est pas étonnant, ça peut paraître comme ça un peu bizarre, mais il n'est pas rare que certains internautes, parce qu'ils font rapidement la recherche de la fiche, ne vont pas forcément identifier la bonne société. Là, ici, nous sommes sur la concession de Citroën à Dax, mais qui est basée à Metz. Pour peu que la personne ne soit pas de la région, si elle a confondu peut-être Metz ou Dax avec une autre ville, il se peut que quand elle est au téléphone et qu'elle est attendue pour son véhicule, qu'elle n'ait pas fait qu'elle n'ait pas eu le bon interlocuteur. Bon, ça c'est un cas, je n'ai pas le détail, mais en tout cas, ce qui est important effectivement, c'est de prendre le temps de faire une réponse positive et d'argumenter effectivement, voir si cet avis est justifié. Alors, j'ai souvent la question, est-il possible de retirer un avis? Je n'ai pas fait de slide sur ça. Vous ne pouvez pas retirer un avis, vous ne pouvez que répondre à un avis. Par contre, ce qui est quand même possible de faire, il est possible, si vous connaissez le client, de discuter avec ce client, voire de retirer l'avis déposé par ce client. Voilà. Il est possible aussi dans de rares cas, si l'avis est à caractère insultant ou s'il est inapproprié dans son propos, il est possible de contacter Google, mais c'est pas toujours évident d'avoir leur retour. Donc voici le principe au niveau des réponses. Donc ensuite de ça, votre fiche est à jour, elle est positionnée, vous collectez des avis. L'intérêt, ça va être aussi donc de suivre les performances de votre fiche Google Business. Il faut savoir que maintenant que vous avez la main sur votre fiche, vous pouvez accéder via votre compte sur cette partie Google Business. Vous pouvez suivre les performances et voir comment votre fiche est découverte et vue par les internautes. Alors, on peut aller même un petit peu plus loin. Ce que nous proposons notamment dans nos services, c'est la capacité d'aller analyser les clients sur une durée. Là, on est par exemple sur une durée d'1 an en arrière et d'aller voir les performances de la fiche. Et là, c'est souvent assez étonnant de voir à quel point cette fiche, encore une fois, quand on est dans un commerce local, dans une compétition, par exemple, je montrais l'exemple d'un électricien, de voir à quel point cette fiche est vue, cette fiche est recherchée, cette fiche est consultée, voire même cette fiche est cliquée. On voit même jusqu'à aujourd'hui à suivre le nombre d'appels téléphoniques qui, sur une période, ont été générés par l'affichage de cette fiche. Alors, vous allez me dire comment c'est possible. Je suis sur mon ordinateur. Comment Google peut comptabiliser les appels? En fait, c'est plutôt quand on est sur le smartphone. Quand je vais afficher sur mon smartphone la fiche Google Business, si je clique sur le numéro de téléphone, en fait, Google va savoir qu'il y a eu un clic et va comptabiliser le fait. Alors, c'est pas sûr que la personne ait appelé, mais a priori. Donc, s'il y a eu un clic sur le numéro de téléphone sur un smartphone, Google va considérer effectivement qu'il y a eu un appel. Donc, c'est un indicateur, mais qui montre bien effectivement qu'une fiche Google Business, là, on est sur une période juste de 3 mois. Pour un cuisiniste, ici, sur Dax, on voit des performances d'affichage qui sont vraiment intéressantes. Un petit focus sur l'idée qu'effectivement, vos clients peuvent aussi laisser des photos. Donc, vous voyez l'intérêt, puisque ici, vous voyez que ces images, les images qui sont les images du propriétaire ou les images des clients sont relativement consultées. C'est ce qui est le plus consulté sur les fiches. Donc, vraiment, on voit l'intérêt, lorsqu'on a quelque chose à montrer, de bien positionner des photos de qualité sur sa fiche Google Business. Alors, comment devenir actif? Une petite idée pour basculer effectivement sur un mode de collecte d'avis positifs sur sa fiche Google Business. Alors, par exemple, ce qu'il est possible de faire, c'est de se dire que à partir des fiches, des factures, par exemple, si un client est facturé, pourquoi ne pas lui envoyer directement un email ou un SMS et l'inciter à répondre à quelques questions pour savoir s'il est satisfait de votre prestation. S'il n'est pas satisfait de la prestation, vous pouvez le contacter et peut-être donc éviter un avis négatif. Et s'il est satisfait, eh bien, vous pouvez automatiser le fait de le lancer et de le relancer pour l'aider, pour l'inciter à déposer un avis et voire même à copier-coller le commentaire qu'il a fait sur le questionnaire pour le placer dans Google.
Donc évidemment, dans Google ou dans Facebook ou dans les pages jaunes. Donc ça suppose à chaque fois effectivement que le client ait un compte Google ou un compte Facebook pour pouvoir déposer un avis, évidemment. Donc voilà sur ce principe. Il n'y a pas que ça. Autre point intéressant, vous le voyez aujourd'hui, vous voyez ces QR codes, on les a vus un peu partout. C'est vrai qu'ils se sont rendus très célèbres avec l'épisode du Covid, mais aujourd'hui, vous voyez des QR codes apparaître. Là, je prends l'exemple de Planity, autour des professions de coiffeurs, qui vont permettre un ensemble de services, mais aussi de laisser des avis. Donc, je peux directement aller scanner ce code, ou bien vous pouvez produire des QR codes vous-même que vous pouvez placer dans votre commerce ou sur les bureaux des commerciaux lorsqu'il s'agit de vente d'automobiles. Toute autre idée est la bienvenue. Il s'agit effectivement d'inciter, d'encourager les clients à laisser des avis, ce qui montre votre volonté en quelque sorte à travailler en toute transparence et dans l'échange avec votre client. Alors, autre point qui peut être intéressant et que nous proposons, c'est la capacité de vous comparer par rapport à vos clients. Donc, comment ça marche? Comme je vous l'expliquais, nous faisons une base de données avec de nombreuses fiches de commerce. Donc, ce que nous proposons, c'est de permettre à tous nos clients de se comparer et de voir autour d'eux quelles sont les pizzerias, par exemple ici, les plus proches, et de savoir effectivement si ces pizzerias ont de meilleures moyennes que vous et si elles ont un nombre d'avis qui est plus important. Alors, vous voyez ici, effectivement, moi, je donne la Surdax, l'Orange Bowl, qui est classé dans les pizzerias. Alors, attention, encore une fois, comment vous voulez apparaître? Vous pouvez bien choisir votre catégorie, mais ici, l'Orange Bowl apparaît comme pizzeria et apparaît effectivement avec 801 avis, mais simplement une moyenne de 4, quand certains sont à 4,5 dans la même ville. Donc, cette comparaison est aussi intéressante dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le Google Local Pack, à savoir effectivement si quelqu'un, alors c'est à peu près une moyenne, tout va dépendre aussi d'où est exactement située la personne, mais si la personne est sur Dax et si elle va taper Pizzeria Dax, effectivement, qui va apparaître, vous vous souvenez, dans les 3 premiers dans cette compétition du Google Local Pack. Donc, c'est ça qui est important de suivre. Et puis derrière, après, c'est toujours intéressant de suivre le référencement de votre site web par rapport à vos concurrents. Voilà ce que propose cet audit ici. L'idée est que dans le temps, vous puissiez suivre l'évolution de votre e-réputation, c'est-à-dire le nombre d'avis et la moyenne par rapport à vos concurrents. Alors, je vais donner quelques exemples de chiffres pour présenter un petit peu ce qu'il est possible de faire, où on part et d'où on arrive quand on prend en main sa e-réputation. Donc, je vais prendre l'exemple de la SAS Automobile d'Aquoise, qui c'est un ensemble de plusieurs concessions, des concessions Citroën et Peugeot. Nous sommes partis au mois de, je vais prendre l'exemple plus particulièrement de celle qui s'appelle Citroën ici à Dax. Et vous montrer un exemple de dashboard, de reporting, qui va nous permettre de suivre effectivement les résultats que les internautes laissent aux questions qui sont posées et de voir que nous avons en quelque sorte des métriques, c'est-à-dire des chiffres qui sont à peu près souvent les mêmes, c'est-à-dire qu'on a, lorsque vous envoyez un questionnaire de satisfaction, à peu près 45% de personnes qui vont répondre et que sur ces 45% qui vont répondre, on a entre 10 et 15% de personnes qui vont laisser un avis. Donc, tout ça va nous permettre de projeter en quelque sorte des résultats. Et pour vous donner un petit peu l'idée, aujourd'hui, alors tout va dépendre effectivement du flux, du nombre de personnes qui sont clientes de vos services, mais sur les projections que nous faisons avec ce client, nous avons permis sur la fin d'année 2021 de gagner déjà 0,1 point. On est passé de 4,1 à 4,2. Et notre objectif, effectivement, c'est d'avoir sur cette année 2022 120 avis déposés et 120 avis avec une moyenne de 4,85 sur l'année, ce qui devrait nous permettre de passer d'une note de 4,2 à 4,4 à la fin de l'année. Donc voilà, vous voyez que lorsque l'on travaille avec des outils marketing un petit peu plus je dirais, calibré par rapport à une problématique donnée, on peut obtenir comme ça un suivi et une projection de résultats importante pour ce type de commerçants locaux. Alors, pour conclure, simplement expliquer effectivement que le travail de la réputation est une priorité, surtout pour les sociétés
en échange avec du grand public, qui sont dans cette fameuse compétition du Google Local Pack, mais pas que. Aujourd'hui, plus largement, toutes les sociétés, même dans le B2B, qui ont des sites spécialisés, sont intéressées parce qu'elles commencent à voir apparaître en quelques années. On a vu des sociétés, par exemple les agences de communication, il y a encore 1 an ou 2, Google ne les remontait pas dans le Google Local Pack et de plus en plus, Google intègre les professions et les fait remonter. Donc, ça devient important parce que ça, c'est ce qui apparaît en premier. La mise en avant de ces résultats est une priorité, on le voit pour ce référencement. Donc, l'idée, c'est de réfléchir à toutes les situations qui vont permettre effectivement d'inciter mes clients à déposer un avis et, si possible, d'orienter les avis vers les clients les plus satisfaits. Pensez à répondre aux commentaires, on l'a vu ensemble, hein, c'est important parce que c'est souvent ce qui va être lu. Pensez à suivre aussi les performances, alors ça, beaucoup le font, vous le voyez déjà ici, quand je tape les résultats, je peux voir que les concurrents de l'entreprise Duroux sont moins bien notés. Et puis, il faut chercher à faire mieux que ses concurrents parce qu'on sait qu'à terme, quand on a mis en place ce type d'outils, c'est payant dans le temps parce qu'on continue à en obtenir des résultats. Donc, voilà pour ces conclusions. Simplement pour terminer, comme je vous le disais, les deux sont liés, le référencement, la qualité des retours. Et là, juste pour vous montrer l'exemple d'un de nos clients, une société de bureautique basée sur Saint-Paul-les-Dax. Sur la même période, sur l'année dernière et puis ici sur le début d'année, du 1er janvier au 5 mai, on voit que lorsqu'on met en place un travail de e-réputation, nous sommes passés de 1 à 17 avis, nous sommes passés à une augmentation des visites du site web et nous sommes surtout passés à une augmentation des consultations puisque nous avons ajouté plus d'informations de mots-clés, plus d'informations sur les images. Donc, on voit une augmentation des résultats sur une période comparable. Ceci a été fait grâce à notre offre DataActive qui contient un ensemble de modules pour activer votre engagement client et là, plus particulièrement au travail sur la e-réputation avec notre offre e-visibilité qui contient aussi des outils pour votre publication sur les réseaux sociaux et les outils d'audit. Voilà, je vous remercie de cette attention. Je serais ravi de répondre à vos clients ou d'avoir des témoignages de votre part. Merci beaucoup Stéphane. Alors, on a plusieurs questions du coup dans l'onglet questions. Hop, je vais démarrer ça en direct. Donc, bonjour à tous. Lorsque je cherche sur Google notre cabinet comptable, il apparaît des photos qui ne sont pas en lien avec nous. Par exemple, nous avons des photos d'un club de judo. Auriez-vous une solution à tout hasard? Merci pour votre réponse de Laura. C'est un cas qu'on ne voit pas souvent. Plusieurs possibilités. Est-ce que ce sont des témoignages de clients qui ont apporté ces photos ou est-ce que ce sont des photos qui sont directement rattachées à la fiche? Ce sont deux cas différents. Si c'est des photos déposées par un client, effectivement, c'est quelqu'un qui s'est peut-être trompé. Ça paraît bizarre ou voilà. Donc là, il y a plusieurs choses qui peuvent être envisagées. C'est effectivement soit chercher à, vous pouvez joindre normalement quand vous répondez à la personne, vous pouvez chercher dans votre réponse à ce qu'elle vous joigne ou à lui expliquer pourquoi il y a ces photos. Ce serait la première chose à faire. Et puis deuxième chose à faire, mettez vos photos. Si vous mettez vos photos, elles apparaîtront avant les photos déposées par un client. Maintenant, si votre fiche a été hackée, c'est toujours possible. Il se peut que la personne qui a eu accès à vos codes ait mis ces images de judo. Il me faudrait plus d'informations. Je suis prêt à regarder si vous me donnez les détails, mais normalement, on doit pas faire quelque chose. Merci. Alors, une autre question. Comment peut-on contrer des avis négatifs laissés par la concurrence ou des faux clients que nous n'avons jamais eus ou parce qu'ils masquent leurs noms ou utilisent des noms non reconnus? N'existe-t-il pas des algorithmes chez Google pour protéger les sociétés? Bon, vous y avez déjà un peu répondu pendant la présentation, mais on va peut-être le redire pour que ce soit clair pour tout le monde. Alors, effectivement, ça arrive souvent que des personnes se plaignent de ce cas. Et effectivement, de même que je disais que ce n'était pas rare que vous puissiez faire déposer des avis positifs par vos amis, il se peut que vos, entre guillemets, ennemis, eux, n'aient pas attendu pour le faire. Donc, dans l'autre sens. Maintenant, justement, la meilleure des solutions, parce qu'on ne peut pas les éviter. Alors, on peut les éviter si il m'est arrivé le cas d'un
d'un de mes clients qui a fait jouer une lettre recommandée d'avocat auprès qui avait identifié la personne qui avait déposé l'avis, parce que c'était un cas qui n'était pas un profil et qui avait suspecté ce concurrent, qui l'avait menacé d'un contentieux. Et là, effectivement, la personne avait retiré l'avis. Donc ça peut être un moyen de faire. Mais si on n'a vraiment aucune information sur la personne, c'est très compliqué auprès de Google de faire retirer l'avis. La meilleure solution que nous avons à aujourd'hui, c'est d'inciter à déposer des avis positifs qui, quelque part, vont, après avoir ajouté un commentaire qui explique bien le cas, vous pouvez parfaitement dire que, madame, monsieur, votre profil est un profil qui ne permet pas de vous identifier. Nous suspectons que vous puissiez être un concurrent malveillant. S'il vous plaît, identifiez-vous. Donc, si vous réagissez avec ce type de message, déjà, vous le retirez, mais vous ne retirez pas tout le problème. Effectivement, si la personne a mis 1 étoile, c'est quelque chose qui va pénaliser votre moyenne. Mais encore une fois, je vous disais tout à l'heure que ça n'est pas parce que la moyenne est plus mauvaise que vos concurrents que vous serez moins bien positionné. Ce qui compte, c'est le flux. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est plutôt à chercher des solutions pour générer des flux d'avis positifs qui vont venir donc faire augmenter votre moyenne, faire reculer cet avis négatif dans l'ordre chronologique inverse et vous permettre comme ça d'avancer et de faire qu'il soit moins visible. Mais il n'y a pas de solution parfaite. Alors, d'autres questions. Hop. Alors, bonjour, dans les catégories d'activités, je n'ai pas les bonnes dénominations. Comment contourner cela? Alors, effectivement, c'est un vrai problème parce que quand on est sur Google, ils proposent des catégories qui peuvent ne pas forcément être les bonnes. Mais comme je vous le disais, il y en a plus de 2000 aujourd'hui. Et c'est assez bizarre, je n'ai pas toutes les réponses, mais de temps en temps, je vois certaines catégories s'afficher pour d'un et pas pour d'autres, ou à certains moments, elles peuvent être présentes et ensuite plus. Ce que je peux vous inviter à voir, c'est, en tout cas, je suis prêt à répondre à la personne plus en détail, à voir quel est son problème de classement de catégorie, si elle peut me contacter, mais il est normalement possible de retourner dans sa fiche et de changer la catégorie, sachant qu'il y a une catégorie principale et qu'on peut placer 4 autres catégories qui ne sont pas vraiment prises pour le référencement, mais qui sont une indication pour Google, puisque parfois vous voyez que quand je vais taper certains types de métiers, il y a des métiers proches qui vont aussi apparaître dans les résultats. Ça peut être intéressant. Mais là, sans cas concret, c'est difficile de vous dire. Alors, on a eu une question sur les horaires, il me semble. Voilà, elle est là. Donc, j'ai créé hier ma fiche entreprise My Business, donc j'imagine Google My Business, et un mot représentant ma société n'a pas été accepté. Comment faire pour l'intégrer? Et donc, du coup, deuxième partie de question, est-il possible de mettre des horaires non conventionnels d'ouverture lorsque nous n'avons pas de structure physique? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on appelle non conventionnel, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais effectivement, je proposais de renseigner des horaires. Visiblement, Google aime bien qu'il y ait des horaires. Après, au niveau de la question, c'est quoi? C'est que la personne a renseigné une fiche et que la société… je n'ai pas exactement compris la première partie de la question. C'était… Alors, ce n'est pas la seule question qu'on a là-dessus. A priori, il est question d'un mot voilà, qui n'a pas été accepté, en tout cas, par Google. Alors, j'ai pas d'exemple. La personne qui a posé la question peut détailler dans le chat voilà, oui, de quoi il s'agit. On pourra y répondre plus en détail. J'ai pas d'exemple de refus, en tout cas dans tout ce qui est les descriptions de notre part. Bon, on est peut-être très, entre guillemets, corporate et classique. Je serais curieux de voir ce qui a pu être refusé. Mais effectivement, Google fait une modération. Oui, voilà, j'imagine que tout ce qui est insulte, peut-être terme, voilà, ça c'est forcément de facto. Mais bon, j'imagine qu'on ne met pas ça dans sa description d'entreprise. Oui, je vous avoue qu'il n'est pas rare de voir passer des insultes dans les commentaires. Je peux vous montrer oui, dans les commentaires, oui, ça c'est un peu triste. Ok, bon ben voilà, si la personne peut détailler dans le chat, on y répondra avec plaisir. Alors, on a eu une question aussi dans le chat, du coup, qui n'est pas dans les questions, donc je ne peux pas vous l'afficher à l'écran. Mais c'est Annette qui nous dit « Il est dommage de ne pas avoir la possibilité de déposer un court commentaire tel que aménageable ou exceptionnel à nos horaires d'ouverture. » C'est vrai que les horaires d'ouverture, on les définit, ils sont censés être les mêmes toute l'année. Alors, je sais que Google, parfois, met la mention automatique quand c'est un jour férié. Les horaires peuvent varier, mais je crois que ça se limite à ça en termes d'adaptation.
Alors, ça peut aller un peu plus loin. Effectivement, je vois Patricia qui réagit et elle pense sûrement à des applications comme Partout ou d'autres qui permettent de programmer ses horaires. Donc, il existe des applications sur le marché qui sont payantes, mais qui sont avec des fonctionnalités avancées et qui vont permettre effectivement de définir des plages d'horaires et de les faire varier automatiquement. C'est-à-dire, vous allez dire, par exemple, là, la semaine avec le jeudi de l'Ascension va arriver, donc vous savez que le vendredi et le samedi, par exemple, si vous êtes fermé, vous pouvez l'indiquer et dire que cette semaine-là, vous envoyez à Google les informations qui va automatiquement modifier les horaires. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui, à ma connaissance, dans la fiche Google n'existe pas. Il est nécessaire de prendre une application spécifique à côté. Et c'est quelque chose qui peut vraiment être un plus, parce que c'est vrai que ça peut être énervant d'arriver devant un restaurant qui n'a pas changé ses jours ou ses horaires de fermeture, simplement parce qu'il ne prend pas le temps ou qu'il n'a justement pas automatisé ce principe. Si je puis me permettre, en fait, n'importe qui, à partir du moment où vous avez la main sur votre page Google My Business, alors c'est fastidieux, ça prend du temps, il faut y penser, mais vous pouvez changer vos horaires vous-même, vous pouvez vous faire vous-même votre planification. Voilà. Il y a un délai. Il y a un délai pour que vous valide. Oui, vous mettez, par exemple, vous dites tel jour, je suis pas là, ou etc. Vous pouvez le faire, mais bon, évidemment, c'est fastidieux, personne n'y pense, et dans la vraie vie, au quotidien, c'est compliqué, mais c'est possible. Voilà. Possible. C'est possible. Et c'est immédiat, c'est-à-dire que par exemple, là, si demain, nous on ferme la CPME par exemple, ce n'est pas le cas, je vous rassure, mais on peut le changer, ça va être dans la minute, ça va être mis à jour. Il n'y a pas un temps d'analyse par Google, de vérification? Non, il n'y a pas de vérification, c'est instantané. D'accord, ok. Bon, c'est bon à savoir. Et par contre, il n'y a pas un système qui permet de prévoir à l'avance et de dire le lundi 30, ce sera fermé, mais le lundi du mois d'après, ce sera ouvert. Il faut vraiment revenir à cette modification à chaque fois. Il n'y a pas de système. Pardon, excuse-moi, Stéphane. Il n'y a pas de système gratuit, il y a des systèmes payants qui permettent de faire cette programmation. Oui. D'accord, ok. Donc le système gratuit, il faut penser à changer à chaque fois. Et il y a des systèmes payants qui permettent de planifier pour ne pas avoir à y penser. Ouais, mais si en même temps vous dites que tous les lundis vous êtes ouverts, sauf ces 3 ou 4 lundis-là, vous rentrez ces 4 dates-là vous-même à la main et ça sera que la date en question qui bougera. Donc ça revient au même, quoi. Voilà. D'accord, ok. Et ben n'hésitez pas en tout cas, Patricia et Stéphane, si vous avez peut-être des noms d'outils. Je sais que tout le monde ne veut pas toujours aller sur des outils payants, mais il y en a parfois qui trouvent ça intéressant. Donc si vous pouvez les mettre dans le chat, c'est super. Peut-être on va faire une petite pause dans nos questions pour alors Patricia et Charles-Marie, déjà je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter par rapport à ce qui a été dit par Stéphane. Moi je pense notamment au volet réseaux sociaux. On a beaucoup parlé de Google My Business. Des commentaires, il y en a aussi sur Facebook. Il y a aussi pas forcément sous forme de commentaires, mais enfin sous forme d'avis, mais ce que les gens déposent sur les réseaux sociaux. Peut-être un petit mot là-dessus. Alors, effectivement, sur les réseaux sociaux, déjà deux grandes différences, hein, les parties professionnelles et la partie particulier. Premier constat, effectivement, sur les réseaux sociaux, la e-réputation, en quelque sorte, va se jouer un peu différemment que par rapport à Google. Même si on l'a vu sur Facebook, on a ce même principe d'avis. Je suis passé rapidement dessus. Il n'y a pas ces commentaires et il n'y a pas aussi ce référencement qui va dépendre aussi ça n'est pas aussi impliquant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on est dans une autre forme de travail et aussi, c'est beaucoup moins consulté. Et vous avez vu, il y en a 10 à 20 fois moins d'avis, en quelque sorte, sur la réputation. Par contre, effectivement, veiller sur les réseaux sociaux à ce qui est dit sur nous est sûrement important. C'est sûrement compliqué aussi. Parce que, à moins d'avoir une marque facilement identifiable et là aussi de faire appel à des outils, la plupart sont payants, qui vous permettent de placer des alertes et de voir ce qui est dit de vous. Ça suppose un travail permanent pour aller voir les échanges qui sont faits, sachant qu'effectivement, ces échanges peuvent être et dans les posts et dans les commentaires. Donc, c'est souvent assez complexe à suivre et tout le monde ne va pas faire l'effort de taguer effectivement votre marque dans la réponse de son commentaire et vous permettre de le retrouver facilement. Donc, c'est un travail qui peut être un peu plus complexe, mais qui est nécessaire de faire. Donc, ça, c'est du temps à passer pour le suivi sur les réseaux sociaux. C'est souvent ce qu'on reproche aux réseaux sociaux, c'est de prendre beaucoup de temps si on veut bien s'en occuper et ça fait partie du temps à passer pour s'en occuper.
Patricia, peut-être un petit complément là-dessus ou... Oui, non, mais c'est ça, la réputation, c'est l'ensemble des informations qui sont en ligne et qui parlent de vous. Donc, ce qu'il faut juste pas oublier aussi pour ceux qui vendent des produits ou qui ont un site de vente en ligne, c'est que les avis qui apparaissent par rapport à vos produits peuvent être utilisés. Et donc, les avis peuvent être aussi utilisés sur d'autres outils, comme de l'emailing, des choses comme ça. Donc, ça, faut le noter. Après, juste aussi pour LinkedIn, il y a un petit outil qui est assez intéressant sur LinkedIn qui permet de connaître son Social Selling Index sur LinkedIn, bien sûr, le SSI, et qui vous permet gratuitement de savoir où vous situez par rapport à vos concurrents, par rapport à des gens qui font la même chose que vous. Donc ça peut être pas mal. Je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est linkedin.com/sales/SSI. Donc ça peut être sympa de savoir où vous situez pour certains, si vous misez pas mal sur LinkedIn. Puis ne pas oublier d'utiliser vos avis sur vos réseaux dans le genre, par exemple, je donnerais comme idée les produits qui ont eu le meilleur avis ce mois-ci via mon site internet. Vous pouvez le réutiliser sur d'autres outils et ça fera aussi évoluer votre e-réputation. Merci. Et alors, Charles-Marie, après, je vais te laisser la parole. Moi, j'avais juste une question. J'avais entendu dire que, alors, on ne pouvait pas supprimer un avis, mais par contre, on pouvait choisir de complètement cacher les avis ou les afficher. Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus? Est-ce que quand on se met à avoir trop de mauvais avis, qu'ils soient justifiés ou non, est-ce qu'il vaut mieux, du coup, supprimer l'affichage des avis ou il vaut mieux faire avec ces avis négatifs? Enfin, en tout cas, sur Google, vous ne pouvez pas vraiment les cacher. Hein. Je cherche des sites où on peut les cacher. Je n'en vois pas là tout de suite. Mais il faut plutôt accepter l'idée qu'aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel il va falloir faire avec. Et on a vu sur Facebook, on peut choisir, ou en tout cas, alors à l'époque, c'était il y a 2 ans, je crois que je gérais ça, et il y avait encore la possibilité d'afficher ou de ne pas afficher les avis notés en fait. Ouais, effectivement. Alors, oui, même si c'est possible, effectivement, si c'est gênant, pourquoi pas, mais comme je vous le disais, c'est pas sur Facebook qu'on va le plus aller chercher vos avis a priori. Hein. C'est pas ce qui vient de chercher sur Facebook. Je pense que Google a des proportions de recherche plus importantes par rapport à Facebook. Je parle pour les. Je suis un peu en désaccord avec Stéphane. Les clients locaux. Pourquoi pas, oui. Ah, c'est bien. Enfin, c'est pas que je suis en désaccord, mais je voudrais compléter ce que dit Stéphane par rapport à la plupart des entreprises, et notamment, on va dire, notamment celles qui sont un peu en B2B. Ah oui. Je dirais qu'il faut sûrement pas limiter l'approche à Google, même si elle est importante. Et je pense qu'il faut avoir une approche de construction d'image et de construction de e-réputation à travers l'ensemble des supports, et notamment tous ceux qu'on peut maîtriser soi-même, puisque c'est à travers ce qu'on arrive à maîtriser soi-même qu'on peut créer de l'image et raconter sa propre histoire, créer sa narration. Moi, je ne suis pas comme Patricia et Stéphane un spécialiste digital, mais je suis plutôt un spécialiste de la construction d'image et de la construction de marque. Et ce qu'il dit par rapport à Facebook ou par rapport à LinkedIn ou même par rapport aux sites professionnels, Booking, etc., effectivement, il faut quand même le relativiser. Il faut vraiment avoir une approche globale. En fait, tout ce qu'on peut maîtriser, il faut s'efforcer de le maîtriser. Alors évidemment, en commençant par la fiche Google, notamment les horaires, ça c'est un élément essentiel d'avoir cette info-là. Je m'aperçois que ça résonne encore, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais être très court. La réputation, elle se fonde sur des choses que vous pouvez. Il faut gérer ce qui est émis par les clients et susciter, comme Stéphane, ça c'est vraiment très important, susciter de la réaction, susciter une réaction par rapport à l'expérience que vous avez proposée et faire rentrer les gens dans une expérience client en fait qui commence dès la relation que vous avez avec eux. Et puis aussi émettre un certain nombre de choses avec la collecte de données. Et ça, l'établissement d'une base de données pour envoyer un petit emailing, envoyer des invitations, faire vivre une page Facebook ou LinkedIn, c'est extrêmement important pour faire vivre, pour créer la réputation, faire vivre une marque employeur. La marque employeur, elle démarre dès qu'on est une marque, et même une petite marque, c'est vraiment très important. Et pour ça, les réseaux sociaux, LinkedIn
en particulier, mais Facebook également, pour tout ce qui est notamment, enfin, pour beaucoup d'activités, on le voit, vivent à travers les hôtellerie, tourisme, restauration. Facebook est vraiment essentiel. On n'a pas parlé d'Instagram. Et puis tous les autres réseaux sociaux à travers lesquels on peut mener aussi des campagnes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on émet, il y a le réseau qu'on réussit à créer, et puis il y a les campagnes qu'on achète, dont on n'a pas parlé, qui sont très intéressantes parce qu'elles peuvent ne pas coûter très. Bon, voilà, je m'interromps là-dessus, mais il faut considérer que la construction de la réputation, elle démarre avec le site Internet, la gestion de vos réseaux, de vos fiches Google, mais également les autres éléments, les autres informations, la gestion des réseaux sociaux. Il faut différencier ou éditorialiser, comme on dit, c'est-à-dire s'adapter à ce qu'ils sont et pourquoi ils sont. Et puis disons les emailing, hein, tout ça, et éventuellement un CRM. Et tout ça doit s'organiser et fonctionner ensemble, à petite ou à moyenne ou à grande échelle. Peut-être un mot de Patricia pour compléter ça. J'espère que le son va s'améliorer. Merci Charles-Marie. Oui, on t'entend, mais c'est un petit peu saccadé, mais ça va, on t'entend. Et c'est vrai que, voilà, alors le sujet d'aujourd'hui de la e-réputation, il est en effet, comme tu le disais, très global. C'était difficile de traiter tous les outils, donc on a fait un focus vraiment sur ce côté avis client qui est visible, mais comme tu le disais Charles-Marie, voilà, le CRM est très important aussi, les réseaux. Et donc, je laisse Patricia continuer là-dessus si jamais il y a besoin. Non, je pense qu'on a fait globalement le tour. Bon, après, comme disait Charles-Marie, sur certains types d'activités comme l'hôtellerie, etc., il y a pas mal de gens qui utilisent aussi des outils comme Trustpilot pour avoir des avis. Il y a des systèmes d'avis vérifiés qui sont tout ça, bien sûr, qui sont payants, mais qui font le travail pour vous d'aller demander à vos clients de bien vouloir faire des avis. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Google, comme le disait tout à l'heure Stéphane, Google est en capacité aussi de voir, par exemple, si vous avez, moi j'ai eu l'exemple pour 2 clients, si vous avez 20 personnes qui donnent un avis positif dans la même journée à une seule personne, ils disent mais c'est faux, c'est du faux et ça bloque, tout est bloqué. Et les avis, d'un seul coup, disparaissent. Donc, il faut quand même faire attention aussi parce que Google, c'est un algorithme et il voit des choses que nous, on ne voit pas, hein, c'est automatique. Donc, il faut quand même être un peu prudent là-dessus. D'où l'intérêt d'avoir des choses payantes. Il y a des choses, pour avoir des systèmes d'avis, ça va de 35 à 200, 300 euros ou beaucoup plus si vous êtes une grosse marque et que vous avez besoin de travailler. Mais il existe plein de choses. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la e-réputation, c'est l'ensemble des informations qui parlent de vous, qui sont en ligne. C'est-à-dire que c'est montant et descendant, en fait. C'est vous qui parlez de vous, c'est des gens qui parlent de vous. Comme disait Charles-Marie, et bien sûr, c'est pas. C'est intéressant, du coup, si les chefs d'entreprise qui nous écoutent ne font pas déjà ce travail, d'aller se googliser de temps en temps, quoi, d'aller voir ce qu'on dit sur notre entreprise et où est-ce qu'on ressort. Et parfois, on est surpris du résultat, en bien ou en mal. Mais... Oui, ça, c'est très important de regarder ou de faire regarder par d'autres. Parce qu'il faut bien imaginer que tout le monde commence par googliser une entreprise avec laquelle on est en contact ou avec laquelle on est déjà en contact. Donc, il faut le faire. C'est la prise de contact, c'est la prise d'image immédiate. Hein, c'est la fameuse première impression qu'on a. D'où le fait de susciter des commentaires qui viennent sédimenter les mauvais commentaires, d'ailleurs. Hein, c'est intéressant, c'est important. Ça, la googlisation, demander à un œil extérieur de temps en temps de le faire, c'est hyper important. C'est le rôle que peut avoir une agence, hein, une structure qui va faire ça pour vous. C'est aussi hiérarchiser entre vos supports par rapport à vos publics. Il y a des gens pour lesquels la fiche Google va être hyper importante parce que il génère que je cherche une boulangerie, un coiffeur. Si je me pointe et qu'il est fermé, c'est fini. Et puis il y a d'autres entreprises pour lesquelles la fiche ou la politique LinkedIn ou les emailing vont être beaucoup plus importants. Le site internet peut être marchand ou pas marchand, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses à articuler entre elles. Ce qui est sûr, c'est que c'est un élément aujourd'hui tout simplement vital. Hein, tout ça.
commercialement, relationnellement et en termes d'image. Et l'image, c'est majeur. Alors, on a encore quelques petites questions. Alors, on a une précision par rapport à tout à l'heure. Donc, le mot qui n'avait pas été accepté, c'était pack immobilier, a priori. Donc, ça semble assez étrange. Mais c'est intéressant. Voilà. je vous laisserai peut-être recontacter. Donc, c'est Olivier Bocara. Voilà, je vous mettrai en lien. On a les adresses mail pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Et alors, on a une autre question de Eric qui nous demande si nous avons plusieurs activités, doit-on créer une fiche pour chaque spécificité? Je vous remercie. Alors, vous ne pouvez pas forcément choisir de créer une fiche, hein, il faut qu'elle soit acceptée. Hein. Et en général, il peut y avoir des soucis de création de plusieurs fiches à la même adresse. Hein. Il faut, si c'est le cas, justifier de sirène ou d'un cabis auprès de Google. J'ai eu le cas où effectivement on pouvait avoir des activités de restaurants, plusieurs restaurants à la même adresse, et effectivement de devoir justifier d'une évolution soit de nouveau cabis, parce qu'il y a une évolution d'activité ou de continuité. Ça peut être aussi un des problèmes des fois, c'est quand quelqu'un change son nom d'enseigne ou quand une activité quand quelqu'un reprend un restaurant, donc il se peut qu'après cette reprise, il souhaite ou pas bénéficier de ce qui avait déjà été fait sur sa fiche. Donc tout ça va être lié quand même à un moment à la justification auprès de Google, d'une justification INSEE de votre présence. Merci. Concernant le pack immobilier, c'est peut-être une question de propriété de marque. Parce que je vois que Bon Coin a déposé une marque qui s'appelle le pack immobilier. Voilà, donc visiblement le pack immobilier.com vous appartient, en tout cas en dépôt de site internet, ce qui n'est pas pareil qu'un dépôt de marque. Sur ces sujets, la protection d'une marque et la propriété du nom de site internet, alors que ce n'est pas la même chose. Tout à fait. Voilà. Donc peut-être que c'est pour cette raison-là. À vérifier. Bon, merci pour cette précision qui est bien utile. Oui. Pensez à déposer les noms de sites internet voisins de votre activité. Vous pouvez avoir un site internet, c'est pas très cher tout ça. Vous pouvez avoir un site internet tout attaché, par exemple le packimmobilier.com. Bon, j'imagine que ça a été fait, mais je le signale, il faut également déposer le-pack-immobilier.com, le-pack-immobilier.fr, enfin faire le dépôt de tout ça. Voilà, à travers VH ou vos fournisseurs respectifs. Et renouveler les dépôts. Ça vous protège sur les sites internet. Et après, il faut faire par ailleurs votre dépôt de marque éventuel. Hein. C'est pas indispensable. Mais sur le pack immobilier, j'imagine que vous avez fait un dépôt. Merci. Alors, on a une question, enfin plutôt quelqu'un qui rencontre un souci. Une personne qui m'est inconnue s'est permis de créer une deuxième fiche de société à côté de la mienne avec des informations erronées. J'ai contacté Google à plusieurs reprises, aucune réaction à ce jour, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette personne? Alors, là aussi, je serais très curieux de voir le cas, parce que j'ai déjà entendu parler de ce type de cas, mais je n'en ai jamais vu. Vraiment, si la personne peut me contacter, nous allons regarder en détail. La meilleure chose à faire, en quelque sorte, on ne peut pas l'effacer, cette fiche, mais c'est d'être meilleur. Cette fiche, si, entre guillemets, elle est fausse, elle n'aura pas d'activité. Elle ne sera pas vue, elle ne sera pas cliquée, elle ne sera pas mise à jour. Donc, si vous activez vraiment votre fiche, la vôtre va ressortir et l'autre, petit à petit, disparaîtra. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est, à mon avis, le meilleur moyen entre guillemets, la faire disparaître, parce qu'effectivement, encore une fois, c'est très difficile auprès de Google de justifier. Parfois, ce qu'ils comprennent le mieux, c'est un recommandé ou une lettre d'avocat. Là, parfois, ils bougent. Mais il faut en arriver là des fois pour bouger. Voilà. Oui, c'est malheureux, mais il faut un petit peu faire peur de temps en temps, quoi. Ouais, pour que ça remonte au haut de la pile, sinon... Ok. On a Olivier qui nous dit, est-il normal qu'après une modification, Google informe que cela puisse prendre 3 jours? Ils vous disent que ça prend 3 jours et puis des fois en 1 heure, c'est fait. Hein.
Tout dépend des types d'informations, mais ils se protègent parce qu'effectivement, avec les histoires de jours ouvrés, etc., ils ont des procédures. Nous arrivons effectivement sur certaines procédures de mise à jour, que ce soit quasiment immédiat. Alors, encore une fois, il y a tellement de mises à jour d'informations sur Google que c'est difficile de vous dire laquelle se fait tout de suite ou laquelle met 3 jours. Récemment, on a changé la fiche, le nom d'une fiche, puisque justement, c'était un restaurant qui changeait de propriétaire. Dans la minute, c'était changé. Oui, c'est ça. C'est une façon juste pour eux de se protéger au cas où vraiment ça prenne beaucoup de temps que vous ne puissiez pas vous retourner contre eux. Voilà, pourquoi ils disent ça? Parce qu'effectivement, ils font juste un premier contrôle sémantique pour voir s'il y a un problème. Donc, s'il y a un problème, là, il y a un traitement humain et là, ça peut prendre 3 jours. D'accord. Okay. Mais s'il n'y a pas sur certaines mises à jour, si le contrôle sémantique est passé, vous êtes mis à jour. Alors nous, je sais que pour la fiche de la CPME Gironde, on a eu beaucoup de soucis. Ça nous a pris énormément de temps pour changer le numéro de téléphone quand on a déménagé. L'adresse, il n'y a pas eu de souci, mais le numéro de téléphone, comme l'ancien numéro, en fait, était référencé, je pense, sur d'autres sites, sur notre site, sur le site de la CPME Nouvelle-Aquitaine, de la CPME Nationale, je pense que Google croisait les infos et se disait le nouveau numéro qu'elle déclare, ce n'est pas le bon, puisque en fait, j'en retrouve un autre à plein d'endroits. Et ça a été mis à jour, je crois, sous une quinzaine de jours. Ça a été très long. Et je peux surtout que l'ancien numéro ait été attribué déjà à quelqu'un précédemment, ou s'il était référencé à quelqu'un d'autre, même si c'était 2 ou 3 ans en arrière, ça peut aussi poser le problème de mise à jour. D'accord. Okay. Alors, on a une autre question, je crois qu'elle est apparue. Où est-elle? Oui, elle est là. Avez-vous des outils à nous conseiller pour choisir les bons mots-clés pour faire remonter notre entreprise sur Google? Merci. Grande question. Quelqu'un veut en parler ou Non, ça, c'est pas le même sujet, du coup. Oui, c'est pas le même sujet, mais je veux bien donner... et Stéphane répondre techniquement, mais effectivement, c'est pas le même sujet. Moi, je veux bien donner ma petite recette. On a chacun ses petites recettes. Voilà, chacun peut peut-être donner quelques conseils, comme voilà, il nous reste 10 minutes en plus, donc voilà. Moi, aujourd'hui, je travaille avec un outil qui s'appelle Ubersuggest Neil Patel, qui est un outil qui permet de suivre ce que les mots-clés rapportent comme audience sur votre site et sur les sites de vos concurrents. Donc, c'est une vision du mot-clé par efficacité du mot-clé, c'est-à-dire c'est pas tout de placer un mot-clé, mais il faut que ce mot-clé, en quelque sorte, soit efficace pour vous ramener du trafic, c'est-à-dire que ce soit un mot-clé ou une série de mots-clés qui soit dans une compétition qui vous soit accessible. Parce que le problème, si vous faites location de voiture, ça va être très difficile d'apparaître. Par contre, si vous faites, je sais pas, si vous avez une spécialité location de cabriolet ancien, là, effectivement, vous allez pouvoir le travailler. Donc, c'est important d'aller sur ce type d'outils et d'estimer effectivement les bons mots-clés par rapport à la compétition et par rapport, en quelque sorte, à l'efficacité au sens global du travail qui est à accomplir pour pouvoir répondre sur ces mots-clés. Mais je peux donner je vais taper le nom de l'application. Charles-Marie, Patricia, peut-être sur le référencement, un petit mot. Au niveau du référencement, d'abord, faire une analyse. C'est pas Charles-Marie qui me dira l'inverse, de savoir ce que veut l'entreprise d'abord et qu'elle est bien analyser les bons mots qui correspondent à son activité déjà et voir comment ce qui est utilisé par rapport à son site internet, là où il est visible, et ensuite utiliser la méthode de Stéphane notamment. Mais dans un premier temps déjà bien déterminer sur quoi ils veulent se positionner. On ne peut pas se positionner partout, donc il faut juste à un moment donné bien analyser quoi. Oui, après il y a des... Bon, le référencement, c'est un sujet éternel puisque, comme vous le savez, Google est quand même le premier outil de référencement, le premier moteur de recherche mondial. Il garde jalousement secret la composition de son fameux algorithme qui évolue en permanence. À une époque, on mettait des mots-clés cachés dans les pages. Maintenant, il faut éviter de le faire. Donc, en fait, les mots-clés doivent apparaître dans le rédactionnel qui est créé sur les pages mêmes et dans les pages elles-mêmes avec un vrai trafic et une vraie raison. Voilà. Après,
de toute façon, nous sommes tous, et les usagers, les clients sont tous des usagers de plus en plus agiles de ces techniques-là, des techniques de recherche par Google, et en croisant les éléments. Et d'ailleurs, vous-même, quand vous souhaitez acheter des campagnes, que ce soit sur Google, sur les réseaux sociaux, ou en achat de displays, de pubs qui apparaissent sur les sites, vous-même, vous allez utiliser ce système de critérisation par centre d'intérêt, par catégorie socio-professionnelle, par localisation aussi. Et il faut imaginer que dans les mots qui sont présents dans vos pages, vous devez avoir cette même approche par critérisation. C'est-à-dire que les recherches émanant de ces personnes correspondent à vos cibles doivent se croiser avec le sujet. En essayant de le faire d'un point de vue également, de manière spontanée. On a parfois une manière d'exprimer sa propre activité de façon technique, alors que les clients ont une approche plus simple. Oui, il faut se mettre dans la peau de ce pour la que la location personne de cabriolet. Pour la dans un location moteur de de recherche. cabriolet ancien, on va peut-être pas écrire location de cabriolet ancien, on va peut-être écrire balade en cabriolet. Oui, ou même se positionner sur un créneau mariage, événement, ce genre de choses. Oui, exactement, en imaginant pourquoi on pourrait utiliser ça. Anniversaire de mariage, etc. Oui, faire ce travail de se mettre dans la tête de son client. Et ces mots-là, il faut que du coup, ils viennent dans les pages. Il faut ces mots-là qui sont les critères de recherche des gens peuvent être dans les pages. Donc chez nous, on pourrait avoir vigne, mariage, anniversaire, cabriolet, balade, vent dans les cheveux, enfin pour certains les cheveux, etc. Mais quelle belle conclusion, tous ces mots-clés, ça donne envie. S'il y a encore une ou deux dernières questions, on peut les prendre dans l'onglet questions, n'hésitez pas. Sinon, déjà, merci à tous les trois, on a balayé beaucoup de choses. Si on devait faire un petit résumé, donc prendre la main sur sa fiche Google My Business, toujours bien répondre aux avis qui sont postés, surtout les négatifs, sans s'énerver, en étant diplomate et en essayant de rester calme, ce qui n'est pas toujours facile. Si on le peut, intégrer bien ça à une stratégie globale. Si on a un CRM, mettre en place des automatismes pour faire cette demande d'avis aux personnes qui ont utilisé nos services ou nos produits. Oui, mais c'est prendre la main globalement, pour reprendre ton expression, Meryl, prendre la main sur son expression et sur la relation qu'on peut avoir avec prendre la main. Que chacun, chef d'entreprise, consacre 1 heure à ça chaque semaine. Alors, est-ce qu'il faut que ce soit le chef d'entreprise forcément, ou ça peut être quelqu'un d'autre, ou est-ce que vous conseillez que ce soit vraiment le chef d'entreprise qui s'y mette? Mais moi, je pense que le chef d'entreprise, s'il a quelqu'un qui s'en occupe, c'est très bien, mais s'il peut, lui ou elle, y jeter un œil et regarder du point de vue du client et du point de vue de ses clients 1 heure par semaine pour se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine là-dessus, c'est pas mal. C'est stratégique. Hein. Enfin, bon. Alors, on a une dernière question de Chloé. J'ai du mal à renouveler mes réponses aux avis Google. Auriez-vous des conseils? Alors, ça veut dire, c'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Si elle a du mal à renouveler, ça veut dire qu'elle cherche à répondre à tous les gens qui sont très positifs et qui disent bravo et merci. Alors, tout dépend combien on en reçoit par jour, mais au bout d'un moment, si vous avez tout le temps merci pour votre encouragement, pour votre réponse, etc. Bon, je sais pas, on peut laisser aller au bout d'un moment. Voilà, c'est pas la peine peut-être de répondre à tout le temps. Par contre, effectivement, si vous souhaitez répondre à un avis négatif, effectivement, ne pas s'énerver. Et comme je le disais, toujours s'appuyer sur vos valeurs, mettre en avant déjà ce que vous faites positif, ce que vous faites de positif et ce sur quoi vous êtes reconnu dans votre réponse.
voilà, toujours vous appuyer sur qui vous êtes, votre identité dans vos réponses. C'est mon conseil. Merci Stéphane. Hop, dans le chat, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est vous qui avez écrit. Eh bien, écoutez, si vous avez un petit mot pour la fin, je vous laisse le dire. Et sinon, je pense qu'on va se dire au revoir. J'ai été ravi, merci pour ces échanges. Si les personnes souhaitent aller plus loin et me contacter sur des problématiques personnelles sur leur fiche, nous serons ravis de regarder les cas. Voilà, donc tout le monde de bien faire attention, effectivement. Google prend beaucoup de part pour les recherches et la e-réputation aujourd'hui est un point de plus en plus important. Et voilà, ma conclusion. Merci beaucoup à tous les trois. Excellent, merci. À tous pour votre participation. On a eu plein de questions aujourd'hui, donc voilà, c'est toujours chouette d'échanger comme ça. Vous retrouverez le replay directement dans votre boîte mail pour ceux qui se sont inscrits ou qui nous ont suivis en direct aujourd'hui. Sinon, il sera sous 48 heures sur le site, enfin sur le YouTube de la CPME Gironde. On se retrouve le 21 juin pour le dernier webinaire de la série qui sera dédié à la cybersécurité et au RGPD, donc la gestion des données. Donc voilà, j'espère vous y voir nombreux. Merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir.